Bonjour mes amis, me voilà encore une fois pour une dernière lecture et quelques extraits de Le bonheur d'être soi de Moussa Nabati. Dans cette lecture, je vais vous lire quelques extraits de la deuxième partie intitulée les 5 vœux de bonheur. Donc les 5 vœux de bonheur, ils vont être chapitre 1 santé, chapitre 2 l'amour, chapitre 3 une famille idéale, le chapitre 4 la réussite sociale, et le chapitre 5 on a le chapitre 5, j'ai oublié, la richesse, voilà. Et en conclusion, je vais vous lire quelques extraits de la conclusion que j'ai bien aimé, voilà. Dans ce chapitre, le chapitre premier de la santé, j'aurais aimé vous partager ça. Comme vous savez, la santé est très importante. Et avoir la santé, c'est avoir le courage de suivre sa vie, suivre ses rêves et réaliser ses vœux. Voilà, je commence. Pour l'écrasante majorité des gens, la santé est incontestablement l'ingrédient majeur intervenant dans la composition alchimiste du bonheur. Il s'agit certes d'une idée juste, relevant du bon sens, mais incomplète, voire un peu simpliste dans la mesure où la bonne santé ne peut contribuer au bonheur que si l'on est soi. Assuré d'être vivant et entier, établi dans sa place, son désir et sa fonction, bref, son identité, si ce n'est pas le cas, elle n'aura aucun impact sur la joie de vivre ou la paix de l'âme. Beaucoup d'être tourmentés, nous en connaissons tout autour de nous. Nous souffrons par ailleurs d'aucun ennui de santé. On aspire à celle-ci que lorsqu'on s'en voit privé, comme en ce qui concerne la jeunesse, la paix, l'abondance, la sécurité. Toutes les recherches démontrent ainsi que le schizophrène, en proie à d'horribles cauchemars, éveillés et à d'insupportables angoisses de morcellement, se porte bien mieux physiquement qu'un individu moyen ordinaire, sujet, en revanche, à toutes sortes d'affections, d'atteintes corporelles. À l'inverse, lorsque l'état psychologique du schizophrène commence à s'améliorer, il devient physiquement vulnérable comme dans un jeu de balançoire. La santé est tributaire d'un certain nombre de facteurs objectifs indépendants de la volonté individuelle. L'hérédité, le patrimoine génétique, les aléas de la vie, tels que les épidémies. Elle dépend en outre de l'état de l'eau, de l'écosystème, du milieu naturel où l'on évolue, du niveau de la pollution de l'air, du sol et de l'eau, de l'environnement dans son ensemble. Bien que les produits que l'on consomme pollués ou naturels, elle est enfin liée aux conditions de vie socio-économiques requérant notamment aisance matérielle, logement correct, hygiène convenable, alimentation équilibrée, prise en charge médicale appropriée. Cependant, hormis ces éléments extérieurs, chacun dispose également d'un capital santé psychosomatique qu'il gère en l'épanouissement ou à l'inverse en le dilapidant. La manière dont une personne traite son corps dépend de l'amour qu'elle s'accorde.
en fonction de l'état profond de son enfant intérieur. Carencé ou rassasié, l'adulte se juge et se jauge, se trouve beau ou moche, non pas avec ses yeux d'adulte, mais avec ceux tristes ou joyeux de son enfant intérieur. Un regard n'est jamais une perception neutre, il est toujours imprégné du désir, de la haine, de l'amour ou de l'amour. L'amour rend beau et la haine hideux. Le premier vivifie alors que la seconde démolit. En présence de l'ADIP, de la culpabilité inconsciente, l'adulte risque de mal gérer son capital santé, de malmener son corps en l'abordant de façon rude, agressive ou négligente. Il aura de tendance à se comporter vis-à-vis de lui-même en s'identifiant à son agresseur sans, comme jadis, il a été traité. Ainsi, il peut devenir sa bonne mère si elle a été aimée, désirée, portée, touchée, caressée, enveloppée, écoutée, ou à l'inverse, sa mauvaise mère si s'est vu privé de l'amour et de la chaleur. Voilà. Et dans ce contexte, Mosana Betty a introduit deux exemples. Un à une certaine Angèle et le deuxième, ceux de Patricia. Donc, je vais vous lire le deuxième exemple et voir comment la santé ou l'impact de la santé sur elle, sur son psychique. Patricia a 41 ans, elle a été déjà opérée 2 fois d'une hernie cervicale, puis d'une hernie discale. Cette seconde opération s'est très mal passée. Patricia s'est trouvée atteinte de syndrome de la queue de cheval, qui se traduit par la paralysie brutale de la région analo-génitale et du bassin. Elle se déplace difficilement de façon bancale, comme un canard. Elle ne ressent plus aucune sensation au niveau de son organe sexuel. Enfin, plus aucun signal ne l'avertit qu'elle doit aller à la selle. En l'absence de tout besoin, elle se rend aux toilettes toutes les 3-4 heures, consommant quantité de laxatifs pour stimuler le transit intestinal. Ainsi, une zone importante de son corps extrêmement investie sur le plan affectif se voit anesthésiée, morte. Il n'est évidemment pas question ici de s'interroger sur les origines psychologiques de ces maux, affectant la colonne vertébrale et la moelle épinière. Ce qui paraît certain, c'est que Patricia, durant des années, s'est malmenée physiquement. Elle a négligé sa santé, son bien-être physique, ne s'est pas écoutée. Plus de 15 jours avant l'opération, j'éprouvais déjà des difficultés à uriner et à aller à la selle. Je ne ressentais de même plus aucune sensation sexuelle. J'étais gênée par des fourmillements au niveau du bassin et des cuisses. J'ai supporté tous ces malaises en me disant que ce n'était sûrement pas bien grave, que c'était dû aux médicaments que je prenais et que cela s'arrangeait tout seul. Cependant, rien n'est rentré dans l'ordre. Un matin, en se réveillant, je me suis trouvée paralysée. J'ai été transportée et opérée d'urgence par un chirurgien généraliste de garde qui ne connaissait pas mon problème. Malheureusement, l'opération a raté. Je me dis que je me suis punie, mais je ne sais pas de quoi. Patricia est naturellement triste de ce qui lui arrive, mais étrangement encore beaucoup plus embêtée pour son mari, qu'elle craint de ne plus rendre heureux sur le plan sexuel comme avant. Je souffre encore plus de le voir souffrir. Pourquoi cette réaction? Manifestement, Patricia se châtie corporellement en raison de l'existence chez elle d'une forte culpabilité. Mais d'où vient-elle? Entre 3 et 7 ans, ma mère, je n'ai jamais pu en connaître. La raison a beaucoup fréquenté les hôpitaux.
Je la voyais de temps à autre, de temps en temps, de temps à autre, de temps en temps, mais elle n'a pas pu s'occuper de moi normalement. Je pleurais en m'accrochant à sa jupe à chaque fois qu'elle nous quittait pour se rendre à l'hôpital. C'est ma tante qui nous hébergeait, mon frère et moi. Elle n'était pas très tendre et chaleureuse avec nous. Elle faisait son devoir de nous garder. Mon père, représentant de commerce, ne rendait pas souvent visite durant cette période. Mon oncle, c'est-à-dire le mari de ma tante, a souvent abusé de moi. Il me tripotait à travers ma culotte et je devais caresser son sexe. Je pleurais à chaque fois. Mais ma tante ne comprenait pas. Quand je lui ai dit, elle m'a giflé en me disant que je mentais. Des années plus tard, au moment de mon mariage, j'ai appris que mon oncle était devenu paralysé de tout le bas du dos et des jambes et qu'il ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant. Il s'agit d'une série de coïncidences extraordinaires. Patricia a subi des attouchements sexuels entre 3 et 7 ans et son agresseur se punit, quoique les pervers n'éprouvent pas de culpabilité, en s'amputant de la partie de son corps impliquée dans la perversité. Quant à la victime, elle devint à son tour, des années plus tard, handicapée sexuellement, anesthésiée, inanimée dans la même région. Patricia a été marquée dans son corps par ses agressions s'étalant sur 4 années, d'autant plus qu'elle était séparée de sa mère, privée de sa protection, en même temps inquiète pour elle, tout en se croyant coupable de ce qui lui arrivait. C'est le motif pour lequel elle n'a eu de cesse de se maltraiter. J'ai toujours été très dynamique, sportive avec mon mari. On adorait pratiquer le VTT, la moto, le basket, le jogging. Nous avons restauré ensuite toute une ferme pour notre résidence secondaire. La piscine a été entièrement construite par nos soins. Je n'ai jamais eu l'habitude de me plaindre, ni de paresser, ni de m'écouter. Je soulevais des sacs de ciment, tirais des bouettes de sable comme un mec. Ah oui, je n'ai jamais accepté mon corps de petite fille et de femme. Je voulais toujours être un garçon. Après les attouchements, je n'ai plus jamais voulu jouer avec mes petites poupées. Je les ai toutes mises à la poubelle. Je m'habillais en pantalon camouflé sous un gros pull, jamais en jupe ni en robe. Et puis encore, aujourd'hui, j'insiste pour ne me baigner dans notre piscine que lorsque je me trouve toute seule. Je déteste qu'on me regarde en maillot de bain. J'ai eu mes règles à 15 ans, beaucoup plus tard que mes copines, pour ne pas être une femme comme les autres, pour me protéger des hommes. Ainsi, Patricia, ou plus exactement la petite fille en elle, coupable d'avoir souffert en raison de la séparation avec sa mère, mais surtout des abus sexuels, a cherché à se punir, à se châtier à travers son hyperactivité et sa négligence à se soigner. Elle a donc pu devenir sa tendre et gentille maman pour se traiter avec amour. Curieusement, c'est son handicap qu'elle espère, au moins en partie irrémédiable, qui va l'aider à devenir elle-même sans la paix, en habitant son corps pour se sentir vivante et entière, naturellement, sans rien faire de particulier, sans lutter, sans se crisper, tout simplement être. J'ai compris que je ne suis pas invulnérable comme je le croyais. J'ai mes limites que je dois respecter. Et voilà. Et après, avec les 4 autres chapitres que je vous ai donné encore leur titre. Et enfin, la conclusion. Et comme il a commencé par
le gars, le trésor d'Ispahan, il va parler d'une petite histoire, anecdote, le coq et le chien. Un riche fermier vient rendre visite un jour au prophète Moïse, lui demandant avec insistance de lui accorder la compréhension du langage des animaux pour qu'il puisse en tirer profit et expérience. Le prophète refuse d'abord. Il encourage à s'instruire de préférence auprès des humains, des maîtres et des amis. Il incite également à lire des livres et à méditer sur la sagesse des ancêtres. Il conclut en déclarant il n'est déjà nullement évident de comprendre la parole des humains. Pourquoi cherches-tu à devenir celui que tu n'es pas? Si plus tard tu dois rendre compte de tes pensées et actes, je t'aurais prévenu. Tu n'auras pas d'excuses, tu seras le seul responsable. Le fermier insiste, présentant sa quête comme une noble aspiration, celle de vouloir entrer en lien avec son coq et son chien. Il chérit, mais sans pouvoir les comprendre pour satisfaire leurs besoins et demandes. De guerre lasse, le prophète excède par la supplique du fermier qui reste sourd à toute mise en garde contre les risques d'une telle transparence. Prie Dieu de lui accorder la compréhension du langage des animaux. Le fermier rentre chez lui enchanté. Le lendemain, après une nuit paisible de sommeil, il apporte à manger à son chien. Étrangement, c'est le coq qui se précipite pour extorquer ondûment son petit déjeuner au chien. Celui-ci proteste. Ton attitude ne me paraît pas bien amicale. Toi, tu peux te nourrir de nombreux autres aliments, du blé, de l'orge, des mouches, des vers et même des lézards. Cependant, tu oses me dérober sans vergogne le seul morceau de pain dont je dispose en attendant mon repas du soir. Le coq rétorque impassible. Ne t'inquiète pas, demain le cheval du maître mourra et tu pourras t'en régaler jusqu'à n'en plus pouvoir. Fermier ravi de comprendre ce langage, saisit son cheval et se rend précipitamment au marché pour le vendre. Le lendemain, il apporte de nouveau à manger à son chien. Le coq s'en passe des réchefs du repas sans état d'âme, tout en réussissant de surcroît apaiser la colère du chien avec la nouvelle promesse. Demain, l'âne du maître disparaîtra, ainsi tu pourras en manger autant que tu voudras. Le fermier, ravi de saisir ce dialogue, porte aussitôt son âne au marché et le vend au premier demandeur. Le troisième jour, il se produit exactement la même chose, la même scène. Le coq se jette sans retenue sur le petit déjeuner du chien. Celui-ci s'indigne vigoureusement, qualifiant le coq de voleur et de menteur, l'ayant trompé à 2 reprises en abusant de sa confiance. Le coq cherche à l'apaiser en le promettant avec la même assurance demain les 4 moutons noirs du maître s'arrêteront de respirer et leurs cadavres seront en festin. Le premier s'empresse à nouveau, se félicitant de posséder la compréhension du langage animal, de se débarrasser du marché de ces moutons noirs avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, dernière séquence, le fermier apporte une 4e fois le repas du chien, détourné comme d'habitude par le coq indélicat. Le chien las et agacé proteste de toutes ses forces. Le coq réussit néanmoins à le rasséréner en lui annonçant plus persuasif que jamais un horrible présage. Crois-moi, demain, ce sera le maître lui-même en personne qui rendra l'âme. Toute la famille se réunira la semaine entière pour évoquer la miséricorde divine
et lui aménager une place au paradis. Ainsi toi, mon ami le chien, tu pourras te régaler comme jamais de ta vie avec les restes des mémos mortuaires. L'homme, comprenant le langage des animaux, est saisi soudain, à l'inverse des autres fois, d'un terrible effroi, n'étant plus capable d'avaler, ne fût-ce qu'une gorgée d'eau, ni le moindre morceau de pain. Il s'élance telle une flèche vers la résidence du prophète. Il le conjure de lui épargner cette funeste condamnation, tout en lui enlevant à jamais la compréhension du langage animal. Le prophète lui rappelle ses vains efforts pour le dissuader de réaliser un tel caprice, en lui venant des bienfaits du secret et le respect des limites nécessaires à la connaissance. Il accepte cependant d'invoquer la grâce d'Allah afin qu'il gracie dans son infinie miséricorde. Le fermier est repenti, mais à une seule condition: celui-ci doit d'urgence, selon l'ordre divin, dédommager tous ceux qu'il a malhonnêtement lésés ces jours derniers en leur vendant des bêtes qu'il savait mourantes. L'homme réussit à trouver, après moult recherches, la personne à laquelle il avait cédé ses moutons. Elle répondit: « Ah oui, c'est vrai, je t'avais acheté 4 moutons noirs, ils sont morts. Le jour de leur acquisition, j'en fus attristé sur le moment, mais on ne peut plus heureux avec du recul. J'avais l'intention de les offrir en bâchiche au juge de la ville, afin qu'il me porte un jugement favorable dans une affaire qui m'oppose depuis longtemps à mon voisin. » Or, lorsque j'allais lui porter les cadeaux, le gouverneur fit clamer partout dans les rues de la ville que désormais quiconque tentera de corrompre un fonctionnaire sera pendu à la potence. J'ai donc chanceux que les 4 moutons noirs soient morts. Je te remercie infiniment, car leur perte m'a sauvé la vie. C'est pourquoi je refuse de tout dédommagement. L'expérience que je viens de réaliser vaut davantage que 1000 pièces d'or ou 1000 moutons noirs ou blancs. Le fermier désespéré se hâte alors de retrouver l'homme qui a vendu son âne. Celui-ci lui répondit: « Oui, je t'avais bien acheté un âne au marché cette semaine. Il est mort le jour même. Tout compte fait, j'en suis enchanté. J'avais projeté depuis longtemps de partir en voyage avec mon meilleur ami, mais je ne possédais pas d'âne. Je me suis résolu à acheter le tien. J'ai aussitôt proposé à mon ami de nous mettre en route à l'aube de lendemain. La bête étant décédée, mon compagnon, très déçu et même un peu vexé, décida de partir sans moi. J'ai appris qu'il y a quelques heures, il a été férocement attaqué par des loups dans le désert. Je suis donc on ne peut plus ravi que la perte de l'âne m'a sauvé la vie. Je refuse évidemment tout dédommagement. Je suis prêt à te récompenser pour la protection dont tu m'as, quoique involontairement, fait bénéficier. » Fermier rencontre enfin l'homme à qui il avait vendu son cheval. Celui-ci déclare: « Oh, oui, c'est exact. Tu m'as bien vendu un cheval au marché de l'autre jour. Il est mort dans la nuit. Je remercie le ciel de m'avoir accordé cette grâce. J'avais décidé en effet de partir en tournée d'affaires avec ce cheval, en compagnie d'un vieux collègue pour vendre et acheter des marchandises. Lorsque j'ai ramené la bête à la maison, elle s'est mise à s'agiter et à halter fortement et rendu l'âme. Au bout de quelques minutes, contraint de renoncer à mon projet, mon collègue s'est résolu à partir seul. Il s'est fait molester par des voleurs qui l'ont dépouillé de tous ses biens. Grâce à la perte de ce pauvre cheval, me voilà donc sain et sauf, en possession de toutes mes marchandises. »
Famille insiste pour le dédommager, il s'agit de dédommager. Il s'agit là d'une affaire vitale pour moi. Je savais que le cheval que je te vendais allait bientôt mourir. Je risque d'être puni de la même peine que lui si tu refuses toute indemnisation. Le commerçant rétorque. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis la vérité maintenant? Si tu m'as menti tu m'as menti la fois précédente. Le fermier, ayant perdu désormais tout espoir de se racheter, regrettant amèrement d'avoir tant insisté pour comprendre la langue des animaux, retourne vers le prophète pour lui rendre compte de l'insuccès de ses démarches. Celui-ci lui répond: il n'y a plus rien à tenter désormais. L'ange de la mort te rendra visite incessamment. Je t'avais bien prévenu des méfaits de ton entreprise. Vois-tu, ton âge devait mourir pour que tu restes en vie, pour purifier grâce à son sacrifice ton âme. Tu as empêché cela. La mort a cherché d'atteindre une seconde fois sa procuration à travers tes moutons noirs. Tu as également entravé cela une dernière fois. C'est le cheval qui devait servir d'écran de protection afin de détourner la mort de toi. Tu as encore contrarié ce projet. Maintenant, le sommeil éternel va s'emparer de toi directement, puisque tu as supprimé l'un après l'autre tous les boucliers de protection destinés à prolonger tes jours. Le malheureux fermier entre chez lui, résigné à se soumettre à son destin. Il s'aperçoit de loin, perché sur un muret en partie effondré, le coq en aparté avec le chien. Il détourne aussitôt le regard, sans nulle envie de comprendre leur confidence. Il meurt le lendemain, conformément à la prédiction du coq, visionnaire de vin, et le chien réussit enfin à manger ça à sa faim. Que signifie ce conte, agencé, telle une pièce de théâtre riche et surprise et en rebondissement? Quel message le coq et le chien cherchent-ils à transmettre à travers leur querelle matinale et leur marchandage autour d'un morceau de pain? Enfin, quel enseignement, quelle sagesse les hommes et les femmes d'aujourd'hui pourront-ils tirer de cette fable venue d'un autre temps et d'un lieu lointain? Évidemment, ces deux leitmotivs la vie et la mort, ne doivent pas être prises à la lettre. Ils constituent des thèmes symboliques psychologiques. Ainsi, la vraie différence entre le fermier malheureux et les acquéreurs chanceux de l'âne, cheval et des 4 moutons noirs renvoie à la gestion de la limite du manque et de l'imperfection appelée castration en psychanalyse. Le refus de celle-ci par le fermier se voulant tout-puissant à l'égard de Dieu, cherchant à tout avoir, maîtriser et comprendre, et conduit l'inexorablement à la perte. Il était auparavant protégé par le rideau des mystères et l'inconnaissance. En revanche, la sagesse tranquille des autres concernant à la perte de leurs animaux les préserve, tel un sacrifice apotropaïque et régénérateur. Et en dernier, il dit: longtemps je t'ai cherché, mais partout où j'allais, tu n'étais pas. Dans les étoiles au fond des mers et jusqu'au sommet des montagnes, je n'ai pu te rencontrer, ni dans les harems, ni dans les sanctuaires de l'or, ni même dans la splendeur des temples. Dès que je t'attrapais, tu glissais de mes mains, tel un papillon, tel la truite sauvage. Te voilà enfin maintenant que j'ai renoncé à toi. Te voilà enfin dans l'infinité de ces petites choses de la vie, le parfum des roses chants
du rossignol et le sourire de l'enfant. Voilà, c'est la fin du livre. Merci, à la prochaine.